De par leur diversité de niches, c'est-à-dire un insecte en particulier, non, mais c'est parce qu'il y a une telle diversité de niches écologiques, c'est absolument tous les milieux. Donc, c'est sûr que, on aura une vision bien plus précise de la qualité de conservation d'un milieu en s'intéressant aux insectes, parce que du coup, on peut à la fois avoir les insectes, voilà, entre le sol, les différents niveaux de sol, c'est pas les mêmes, entre voilà, le substrat, les arbres, les différents niveaux d'arbres, etc. Donc, bien sûr, un spécialiste peut-être des insectes aura une possibilité de voir quel milieu est plus ou moins dégradé que si on s'intéresse effectivement voilà, aux oiseaux, aux insectes, aux animaux plus gros. Donc oui, ils sont importants comme mesure. Et après, ils sont surtout aussi très essentiels pour les rôles écologiques qui puisque comme ils prennent une grande partie de la biomasse avec une grande diversité de niches, que ce soit pour eux-mêmes se nourrir, dégrader ou servir de nourriture, c'est sûr qu'on ne peut pas les ignorer. Il y en a tellement de différents. Ils sont tellement abondants et ils sont tellement partout que s'il n'y a plus d'insectes et insectes avec S, c'est-à-dire parler de l'insecte au singulier, ça paraît étrange parce qu'il y en a quand même beaucoup, mais ces insectes-là, c'est des indicateurs oui, quand on n'en voit plus du tout, c'est quand même étrange. Et c'est la remarque de certains. Alors, je n'ai pas du tout connu ça d'ailleurs, mais qu'on allait sur l'autoroute et qu'il fallait nettoyer à fond les voitures parce que y avait plein de choses qui s'explosaient sur le pare-brise. Parmi ces choses, beaucoup d'insectes. Et que maintenant, effectivement, on peut faire un trajet très important et finalement avoir très peu d'insectes. Donc, ça marque les esprits. Et alors, c'est quand même particulier parce que j'ai cru comprendre aussi sur des études scientifiques que la jeunesse, enfin, plus on est jeune, plus notre repère de qu'est-ce qui était la base ou l'état des références est perdu. Donc en fait, les générations aujourd'hui de jeunes, c'était une étude plutôt dans des pays anglo-saxons, avaient cette impression qu'en fait, il n'y avait pas tant que ça de perte de biodiversité, ce n'était pas forcément une problématique. Alors que si on prenait des générations avec 10 ou 20 ans de plus, ils commençaient à voir qu'il y avait un problème. Et nos anciens qui disent, là, beaucoup plus, effectivement, non, il y a carrément, on ne voit plus du tout de hanneton, on ne voit plus du tout X, on ne voit plus du tout Y. Donc, en fait, cet état de référence, il bouge. Donc, cet indicateur, il peut être piégeux aussi. Là, je pense qu'on a quand même beaucoup de choses qui sont publiées depuis des années, des alertes. Il faudrait peut-être même revenir à Rachel Carson dans les années 60, son printemps silencieux, parlait déjà de ce déclin d'insectes qui nourrissent des oiseaux. Et donc, s'il n'y a plus d'oiseaux, notre printemps est silencieux. Et on est dans les années 60, dans un des articles que j'ai réalisé sur comment les listes de protection européennes se sont mises en place, donc Convention de Berne et Natura 2000, pour les insectes notamment. J'ai creusé quand même pas mal de vieux documents, donc j'avais l'impression de faire un peu de l'histoire. C'était le cas, j'ai regardé des anciens documents de l'Europe, les projets. Et dans les années 70, il y avait déjà un traité qui disait attention aux produits toxiques, aux pesticides, il faudrait les arrêter aujourd'hui, notamment pour les pollinisateurs, mais pas que pour les pollinisateurs. Donc, il y avait déjà des choses. Et c'est là où ça paraît extrêmement incroyable de se dire, mais est-ce qu'on a encore besoin de ces indicateurs pour faire quelque chose? Donc, c'est là où je me dis, certes, c'est des très bons indicateurs, mais un indicateur peut un peu tout et rien dire selon son état de référence et la personne qui l'évalue. Donc, la question de l'indication, elle est toujours compliquée, mais il faut faire attention. J'ai un collègue qui a démarré un projet dans le sud-ouest. Alors, il y a beaucoup de produits antiparasitaires qui sont utilisés dans le bétail et c'est ça qui crée des déclins à terme des populations de gosiers. Mais ce qu'ils ont remarqué, en tout cas les éleveurs, c'est une résistance aux produits antiparasitaires. Et donc, la question est venue de qu'est-ce qu'on fait et est-ce qu'on peut faire autrement? Et en fait, ce projet, il est assez génial parce qu'ils sont en train de chercher ensemble. Donc, c'est un consortium entre des laboratoires de recherche, les agriculteurs, la chambre d'agriculture, la région, qui se mettent ensemble pour dire comment peut-on changer les pratiques. Alors, effectivement, c'est des démarches
plus ou moins locales et qui ont besoin de quelque chose qui vienne du haut ou alors une gouvernance qui permette aussi de faciliter les choses par ailleurs. Parce qu'effectivement, malheureusement, parfois on voit des choses du point du lobbying où en fait on veut, même en inscrivant des espèces d'insectes dans des listes de protection, le problème, il est beaucoup plus vaste en termes des habitats, enfin de perte d'habitat, de pollution, entre autres. Donc, c'est le milieu. Aurore parlait de la forêt de panda. C'est effectivement, si on se concentrait plutôt sur l'espace que le panda, d'emblée, on prend en compte tout un tas d'espèces, que ce soit que des insectes ou pas. Ça peut être plein d'autres. Enfin, la question, c'est pour ça que je parle aussi de cette problématique de notre lien à la nature de façon globale, quoi. Pas que celle avec laquelle on accroche.